Les grandes maisons d'édition l'avaient refusé. Aujourd'hui, il s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. La Horde du Contrevent, c'est un best-seller qui tient sur la durée. Braconniers du ciel, nous prenons chaque saison davantage la couleur de ce qui nous traverse. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce genre de bouquin, l'air de rien, alors que tu kiffes, alors que tu passes une lecture agréable, peut devenir un pilier pour devenir un créateur, une créatrice inarrêtable. Moi, je dis des fois, voilà, c'est quand tu rentres dans un livre. Moi, mon rêve, c'est que quelqu'un qui rentre dans un livre et qui sort au bout des 700 pages, il s'est opéré une transformation d'énergie, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, putain, ça m'a donné la pêche ton livre, pour moi, j'ai gagné. Voilà, tu vois. Après, il peut me dire, le style est fabuleux, c'est poétique, tes personnages, je les adore. Très bien, ça va me faire plaisir. Mais vraiment, la chose la plus importante, c'est, ça m'a donné de l'énergie. Voilà, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a donné envie de vivre, ça m'a donné envie de me battre, ça m'a donné envie de changer ce système, ça m'a donné envie d'être heureux, ça m'a donné envie de m'émanciper, de me libérer. Si ça fait ça, si le livre opère cette transformation d'énergie, alors c'est gagné, quoi. Voilà. Suivre une quête, quoi qu'il arrive, ne pas en démordre, poursuivre, prendre des risques si nécessaire. Pourquoi ? Parce que c'est la tradition, parce que c'est notre engagement. Voilà en quelques lignes comment on pourrait résumer la Horde du Contrevent. Voilà comment en quelques lignes on pourrait résumer ce qui anime les hordiers. Pour aller où ? Chercher les origines du vent. Mais derrière cette quête, il y a une leçon qui mérite de résonner bien longtemps après la lecture du livre. Tu dois, je veux, je crée. Les trois métamorphoses. Le hordier obéissant. Le hordier révolté qui se libère, puis l'enfant retrouvé à force de courage adulte qui crée sa voix et la fait entendre. Et si toi aussi dans tes créations t'en étais à l'une de ces trois étapes, eh bien Damasio, avec ce bouquin, va t'aider à rejoindre les suivantes. Et la Horde, comme elle porte bien son nom, eh bien c'est un groupe de personnages, où chacun a sa personnalité, mais tous vont dans une même direction, et dans les moments difficiles, ils continuent. Et un des rapprochements les plus inspirants, les plus forts du livre, c'est selon moi de comparer ce groupe à notre état d'être humain. Je considère que la science-fiction est vraiment le genre littéraire qui pose le paradigme technologique comme central, et qui essaye de comprendre comment l'homme se réinvente à travers la technologie. Voilà. Et comment la technologie donc vient impacter à la fois le rapport qu'on a au monde, à la fois le rapport qu'on a aux autres, mais aussi, et peut-être plus important encore, le rapport qu'on a à soi, la façon dont on se construit soi-même. C'est-à-dire que ce qui se joue au sein du groupe, je pense qu'on peut directement faire le parallèle avec ce qui se joue en nous. Par exemple, si tu écris, il y a une partie de toi qui peut trouver ça cool, et en même temps, il y en a une autre, une partie plus sécuritaire, qui peut se dire que c'est pas la bonne voie pour avoir de la sécurité, pour avoir par exemple des revenus. Et à ce moment-là, intérieurement, il peut y avoir des dialogues entre les parties, voire des conflits qui vont aller jusqu'à créer des malaises, jusqu'à créer de la culpabilité, jusqu'à créer de l'anxiété par exemple. Moi, je crois qu'on a un rôle, alors écrivain de science-fiction particulièrement, écrivain d'imaginaire particulièrement, au sens où on a le temps, dans un livre, dans un roman, de bâtir et de faire éprouver aux lecteurs et lectrices des univers vraiment particuliers, singuliers, hors normes, hors du cadre de la réalité aujourd'hui, et qu'on a cette mission, moi je trouve que, voilà, d'apporter du possible au réel. En réalité, c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire que on est face à un monde acté, réel, réaliste, dans lequel on nous dit il n'y a pas d'alternative, voilà, le fameux Tina, et dans lequel on nous dit le capitalisme est l'horizon indépassable de notre temps et on est obligé de vivre à l'intérieur. Et du coup, toi, tu dois bâtir des univers, des utopies, des imaginaires qui sont l'alternative à ça, qui disent bah non, en réalité, ça pourrait être tout à fait autrement et on va vous montrer comment ça pourrait être. Mais alors comment la Horde peut-elle nous donner un boost d'énergie, peut-elle nous aider à traverser ces frictions du quotidien pour devenir un créateur, une créatrice inarrêtable ? La seule trace qui vaille est celle que l'on crée à la pointe de ce qu'on veut. À un moment, la Horde se retrouve 3 mois à barboter dans la vase pour traverser une sorte de flaque, la flaque de Lapsan. On pourrait se laisser porter par le flot du bouquin, par cette belle science-fiction, mais il y a un message beaucoup plus profond à retenir. Certains disent que Damasio est proche de la philosophie, c'est possible, mais ça peut aller aussi beaucoup plus loin, ça peut aller dans une application au quotidien. Est-ce que vous essayez de faire passer des messages ? Oui, bien sûr, ouais. Enfin, je pense que si tu lis mes 3 livres, c'est très clair. C'est de la vraie, enfin, pour moi, c'est vraiment de la littérature engagée, sans être bourrine, je pense, sans être donneuse de leçons. En tout cas, j'essaie de vraiment plus l'être. Et moi, je trouve qu'à partir du moment où tu es lu, à partir du moment où tu as une responsabilité publique, ne pas porter de valeur, c'est criminel. Enfin, tu vois, si tu portes pas de valeur, bah, ça veut dire que tu cautionnes celle qui existe, quoi. Si tu penses que le système va bien, bah oui, continue à faire des livres, des romans d'amour qui se passent à Saint-Germain-des-Prés, tu vois, en 2019. Mais si tu considères qu'il faut changer quelque chose dans cette société, la moindre des choses, c'est de le mettre en scène dans tes romans, quoi. C'est de le mettre en récit, c'est de le mettre en affect, c'est de créer des personnages qui se battent, c'est de montrer des résistances, c'est d'imaginer des brèches, d'imaginer des fictions positives et
et de donner envie, enfin d'être une machine de désir, quoi. Comment ça se fait que dans cette flaque, il continue, il ne s'arrête pas? Et quelles leçons on peut tirer de ce groupe pour les appliquer à nous-mêmes et nous aider à poursuivre? La Horde, elle a bien sûr un leader, une personnalité super forte qui fait débat, qu'on n'aime pas. Quoi qu'il en soit, le groupe est derrière et suit ce leader. Et tu sais, lorsque les parties de soi s'embrouillent, qu'une par exemple trouve ça cool d'écrire, trouve que ce serait cool de pouvoir vivre de ses créations, et qu'une autre met des freins en disant que c'est pas du tout sécuritaire, que c'est risqué, que ça prendra du temps, qu'on n'y arrivera pas, et qui ainsi crée de la peur, et bien c'est là que ça va être intéressant de remettre du leading. Et c'est là que je pense, première astuce ultra pratique, que l'art de l'engagement intervient. C'est tout le sens de se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs pour que ta progression prime sur ton état personnel. C'est ce qui va placer la progression en avant. Je m'explique. Parfois, on a tendance à un peu trop s'écouter. Et je trouve qu'on le remarque assez souvent dans le milieu du New Age, que je respecte et qui m'inspire par ailleurs. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a comme une dérive. Certaines personnes vont prétendre se laisser guider par la vie, mais dès qu'il y aura un échec, parfois, elles vont abandonner et ne pas retenter sous prétexte que c'est la vie qui leur dit non. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi cette prétention? C'est quoi cette démission, comme le dit Kersozon dans cet extrait? Moi, je suis de la génération pour laquelle nos souffrances n'étaient pas faites pour être mises en exergue, elles étaient faites pour nous construire, nous rappeler nos limites, mais elles n'étaient pas là pour être toujours proclamées, mises en avant. Le projet n'était pas de se déclarer victime, le projet était de se déclarer actif, de faire des choses, de bouger, d'exister, d'être fort, de prendre des coups, de pas avoir peur, de recommencer. Quand tu te lances dans un projet, tu vas rencontrer des résistances, et c'est normal. Et il y en a même qui vont être tellement discrètes que tu vas pas t'en rendre compte, pourtant tu vas les subir, ça s'appelle du sabotage. Je vais te raconter une histoire. Un de mes professeurs, lorsque j'étais en école d'hypnose, nous a partagé cette anecdote. Lui, c'était un ancien danseur, et puis quand il travaillait pour l'Opéra de Paris, lorsqu'il faisait passer les examens pour devenir danseur étoile, il nous racontait que les semaines qui précédaient cet examen, il y avait toujours des choses étranges qui se produisaient chez les élèves. Une cheville qui se casse, une chute dans un escalier, des choses qui ne se produisaient pas à d'autres moments de l'année. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire qu'au fond d'eux, il y avait probablement une partie qui n'était pas d'accord et qui trouvait comme ça une sorte de prétexte complètement inconscient pour esquiver l'examen. Tu vois ce que je veux dire? En somme, on fait peut-être pas face à ses peurs internes, à son anxiété, et on va trouver quelque chose de complètement commode, et on va trouver une solution que consciemment on n'admettrait même pas comme possible, qui va être de se fouler la cheville pour ne pas être capable d'aller passer cet examen. Mais si suite à l'entorse de la cheville, tu te tiens à cet événement en disant mais la vie ne veut pas, mais c'est comme une démission de ton projet. Pour moi la vie c'est toi, la preuve, tu bouges, tu respires, tu crées. Ainsi c'est juste toi, ta responsabilité, le seul responsable c'est toi. Vous êtes la génération digitale, vous êtes la génération qui est née avec Internet, qui est née avec tous ces outils. Ces outils sont extraordinaires pour accroître votre pouvoir sur le monde, pour faire aux machines des choses. Mais n'oubliez jamais que tout accroissement de pouvoir peut se payer d'un déficit de puissance ou d'un appauvrissement de votre puissance. Si tu définis la puissance par la capacité de faire toi-même les choses, quoi, vraiment. De faire toi-même les choses avec tes capacités cognitives, ta mémoire, ton imagination, ta capacité de création, ton corps, etc. Donc de se dire, attention, quand on vous propose un pouvoir technologique, on vous propose de déléguer à la machine, d'externaliser vers la machine, vers l'appli, vers le logiciel, des choses que vous pourriez peut-être faire vous-même, posez-vous la question de ce que ça vous appauvrit en termes de puissance, parce que c'est vos puissances personnelles qui vont vous libérer, c'est vos puissances personnelles qui vont faire de vous quelque chose d'heureux, d'émancipé, qui vont vous faire atteindre aussi une forme de joie, de bonheur. C'est parce que vous allez utiliser ces puissances qui sont en vous et vous allez vous battre avec elles. Si tu t'arrêtes au premier achoppement, au premier échec, alors à mon sens tu rates quelque chose. Tu rates surtout l'opportunité d'évoluer, car ce qui t'a mis en échec est peut-être simplement le fait du hasard, et comme le dit la Horde, le hasard est un allié aussi fugitif que mortel, il te tue avec la même facilité qu'il te sauve. Mais avant de t'abonner, pense à continuer. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, s'écouter, ça reste une étape fondamentale au cours d'un projet, même avant de se lancer dans le projet. Parce que tout simplement, c'est ça qui va t'aider à identifier quels sont les blocages, pouvoir commencer à travailler dessus. Par exemple, si t'as peur, il y a une citation de Ido Portal que j'aime bien qui dit que si t'as peur, en fait, c'est la croix, c'est cette croix qui t'indique là où est l'or, là où tu dois bosser, là où tu vas te dépasser, là où tu vas pouvoir évoluer. Et je n'avais pas vu que le fugitif avait fait irruption au milieu de la mosaïque de laine. Ça me fait penser à cet extrait. Bien sûr, chaque personnage, avant de rejoindre la Horde, a été choisi et formé pour atteindre un niveau d'excellence. Et un d'eux, le protecteur, confesse que son maître lui avait dit un jour qu'il n'avait pas été choisi parce qu'il était le meilleur, et qu'il le serait peut-être jamais, mais que c'était aussi pour ça qu'il avait été choisi, parce qu'il avait ce combat intérieur de celui qui sait
qu'il est en dessous, mais qui va continuer à se battre pour dépasser ce sentiment d'infériorité. Je pense que c'est intéressant de parfois jouer avec ça, de se demander vraiment où est-ce qu'on en est et de reconnaître lorsque l'on est en dessous en termes de niveau, mais d'accuser aussi le fait qu'on soit capable de se dépasser, capable de progresser. En somme, l'idée n'est pas de se dévaloriser, mais plutôt de reconnaître que l'on peut augmenter, que l'on peut progresser et sans s'en rendre compte, geste après geste, devenir meilleur. Parce que dès que tu as une petite position publique ou une petite position où les gens t'écoutent ou te lisent ou regardent tes films, etc., on va avoir tendance à te demander des pistes ou de porter des valeurs. Bon, moi, voilà, j'ai envie de dire, ok, je peux vous donner des pistes, mais évidemment, le travail et d'émancipation et de libération et de réflexion, c'est toujours aux gens de le faire. Et je pense que le roman, pour ça, est quelque chose de fabuleux parce que c'est un art où tu ouvres le crâne des gens, tu leur imposes pas les choses. Tu leur permets de passer par des affects, des percepts, des concepts très, très intéressants, mais tu fermes rien. En tout cas, moi, j'essaie de rien fermer. Prenons un exemple du quotidien d'objectifs. Tu décides à partir de maintenant, pendant 1 an, toutes les semaines, tu vas partager une de tes créations. Mettons, tu vas partager un de tes écrits. Et je pense que l'intérêt principal en se fixant un objectif, c'est de pouvoir y revenir régulièrement pour voir si on les tient. De cette manière, ça va agir comme un cap, comme une direction que l'on s'est fixée. Et pour ça peut être tout simple. Il suffit de les écrire, tu peux ritualiser la chose en te mettant une petite bougie, en te disant, voilà, à partir de maintenant, pendant tant de temps, je vais faire ça toutes les semaines, par exemple. Et puis tous les mois, je prendrai un temps pour regarder si j'accomplis bien ma liste d'objectifs. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? En fait, l'idée, c'est même pas directement de les atteindre, mais c'est plutôt de suivre ce cap. C'est en suivant ce cap que le succès va être garanti. Il y a une citation de Deepak Chopra qui, je trouve, résume tout, qui dit « Si vous vous concentrez sur le succès, vous ressentirez le stress. Mais si vous vous focalisez sur l'excellence, le succès sera garanti. » Et parfois, lorsqu'on est dans ce projet, même quand on doute sur le sens de ce qu'on a entrepris, tu peux te souvenir de cette citation de la Horde du Contrevent qui dit « Moins que d'autres, je ne savais si le but de notre vie avait un sens, mais je savais plus que quiconque qu'elle avait une valeur. » Et cet engagement, cet objectif que tu t'es fixé, c'est lui qui va en fait agir comme un leader. C'est lui qui fera que même si parfois il peut y avoir une petite discorde intérieure, si toutes tes parties ne sont pas forcément alignées pour aller dans une même direction, parfois juste prendre le temps de retrouver ce carnet dans lequel tu avais écrit que tu allais faire cette activité toutes les semaines, eh bien ça peut te remettre sur les rails. C'est dire s'il y a vraiment un effondrement, vraiment un séisme, un effondrement du système financier qui se déclenche, si tu as lu des fictions qui te montrent que les gens réagissent par l'entraide, par le partage, par la solidarité et mettre en place des systèmes d'autorésilience, etc., c'est ce que tu vas faire spontanément. Je te lis ce passage. Il faut reconnaître que l'orgueil de Golgoth, donc c'est lui, le leader, pour énorme qu'il fût, ne dépassa jamais celui, plus vaste et plus profondément vissé, qu'il éprouvait pour la horde même. Je veux dire que quand les deux s'affrontaient, l'orgueil de sa horde l'emporta toujours sur sa fierté personnelle, comme ici dans la flaque de l'Apsane. Bien c'est ça, là ils sont confrontés à la difficulté de la flaque, parfois ça arrive que nous aussi on traverse la flaque, à ce moment-là il va y avoir une partie intérieure qui peut dire plus fort que les autres, qui serait temps d'arrêter, que ce projet il est naze, etc. Mais alors revenir à l'objectif de base, celui dans lequel on s'est engagé, c'est lui qui peut nous tirer de l'affaire et faire en sorte que la partie qui parlait plus fort se calme un peu, qu'on prenne du recul avec ça et qu'on décide de rester focalisé sur le projet, parce que oui c'est pas forcément un parterre de pétunia. Mais que dans les moments difficiles, il faut savoir trouver les moyens de rebondir. Et là, t'en as un très simple en faisant juste ça, que d'écrire tes engagements et d'y revenir régulièrement. C'est ce qui te permettra de te rendre compte qu'un engagement, ou qu'un leader, comme ils le lisent dans le bouquin, c'est le premier rempart à la dérive du courage. Et une dimension assez chouette, c'est que l'auteur lui-même Damasio, eh bien c'est pas le dernier à prendre des positions, à affirmer ses convictions. On le voit souvent manifester en faveur de la cause des migrants ou la question écologique. L'accélération, on le voit, du réchauffement climatique est massive, donc il y a une vraie urgence à changer, à faire bifurquer ce monde. Et que donc il faut, si le gouvernement n'est plus capable, et n'a jamais été capable en l'occurrence, d'entendre ces arguments écologiques, il faut passer à un niveau supérieur d'action. Ça, c'est C'est-à-dire clair. la violence? Mais c'est pas la violence, parce que là on parle vraiment, la violence c'est action directe. La violence, quand on regarde dans les années 80 où effectivement on mettait des balles dans la tête des PDG des grands groupes comme Renault, là on était dans la violence. Là on parle de gens qui découpent au cutter une bâche en plastique pour que l'eau des méga-bassines retourne en nappe phréatique et bénéficie justement à tout le monde. On parle parfois de sillage de tuyaux. Moi j'appelle pas ça de la violence, quoi. Voilà, là on est sur effectivement du
démantèlement, on est sur la possibilité de redonner ses taux à tout le monde. Ainsi, je pense que toute science-fiction que peut être ce bouquin, dedans il y a mis aussi des convictions personnelles sur la question de l'engagement, sur la question du courage. Et une chose qui m'a frappé, et vraiment pour laquelle je te recommanderais de lire La Horde du Contrevent, c'est l'énergie que procurent les personnages. Une mécanique naturelle, lorsqu'on va lire un bouquin ou qu'on va aller au théâtre par exemple, ça va être de s'identifier aux personnages. Souvent ça commence tout simplement, c'est parce qu'une part d'eux nous touche, alors c'est comme s'il y avait une sorte de pacte intérieur qui se créait en nous, où tu sais, on va vouloir leur accorder notre confiance, notre soutien, on va vouloir les suivre dans leur aventure. Et petit à petit, c'est là que vont se passer des choses plus fortes. Une chose profondément humaine et que l'on sera beaucoup plus attentif à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent. Par rapport à de l'imagerie publicitaire, par rapport à des éléments de langage gouvernementaux, etc., c'est que nous, on a la ressource du personnage. Et ça, c'est une ressource absolument prodigieuse qu'on sous-estime énormément, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a du storytelling politique. Tu veux dire, quand Sarkozy a été élu, il a utilisé un storytelling politique du migrant hongrois qui arrive en France. Mais c'est des histoires extrêmement courtes, c'est des histoires extrêmement ramassées, symboliques, pauvres. Nous, on a la capacité sur 500 pages, sur 800 pages, sur 900 pages, de faire rentrer le lecteur dans le véhicule émotionnel que constitue le personnage et de lui faire éprouver tout ce que le personnage va éprouver. Donc on a un vecteur affectif de modification, de métamorphose du lecteur et surtout de sensation de vivre et de s'immerger dans ce monde différent que ne permettent pas, je trouve, ni le journalisme, ni les études sociologiques, ni le travail scientifique, etc. Donc cette ressource-là, elle est ultra précieuse et notre rôle, c'est d'activer ça. Souvent, les actes d'un personnage à la fin du livre ont beaucoup plus d'impact que ceux au début. Et ceci, ça s'explique en partie par le fait qu'entre-temps, on se soit identifié à eux, qu'on leur apporte davantage de confiance, qu'on leur apporte davantage notre soutien, qu'on soit plus attentif à ce qu'ils font. En somme, on est plus engagé. Je vais te donner un exemple. Tu sais, parfois, on parle de bienséance. La bienséance, ça peut paraître usé comme concept, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment la clé, je pense, dans une œuvre, mais une clé qui est souvent mal comprise. Si tu veux, la bienséance, ça consiste à ne pas heurter la morale, avec par exemple de la vulgarité, de la violence, de la nudité, ou alors des morts. Mais en réalité, c'est pas vraiment cette vulgarité, c'est pas vraiment cette nudité des personnages qui a un problème. C'est plutôt parce qu'on s'est identifié à eux, à leur manière d'agir, et que si d'un coup ça déviait, si un personnage était tué par exemple, eh bien ça pourrait être très douloureux. Ce genre d'événement, en général, c'est amené habilement, c'est amené étape par étape, c'est ce qui fait aussi qu'une œuvre, elle va fonctionner. Si ça arrive trop brutalement, ça peut peut-être créer sur le coup un effet de surprise, mais ça a toutes les chances de nous déconnecter et de nous faire lâcher l'œuvre. Mais je vais t'illustrer ça avec quelque chose que je connais bien, l'hypnose, et particulièrement l'hypnose de spectacle. C'est pas que je sois un expert en hypnose de spectacle, je suis plus un expert en hypnose et auto-hypnose, mais j'ai déjà vu des hypnoses de spectacle. Et un jour, j'ai vu quelqu'un comme ça, donc une personne, peut-être qu'elle avait 70 ans, qui monte sur la scène, et où l'hypnotiseur lui parle de ses passions, et la personne explique qu'elle aimait danser. Et de manière assez habile, elle l'emmène comme ça dans un kiff où la personne, à la fin, se retrouve à délirer devant un public. On voyait qu'elle était confortable et à danser Michael Jackson. Et elle avait l'air de kiffer, et tout le monde kiffait. Il y avait quelque chose au-delà du marrant, au-delà de l'inattendu, quelque chose de beau dans le fait que la personne appréciait vraiment ce qu'elle faisait. Et je trouve que là, l'hypnotiseur avait rondement mené son hypnose parce qu'il l'avait faite sur mesure en proposant quelque chose que la personne apprécie. Mais d'autres fois, la bienséance est bafouée. Selon moi, qu'est-ce qui se passe dans une hypnose de spectacle ? Eh bien, c'est le même pacte que l'on a avec un bouquin. C'est-à-dire que les personnes qui vont monter sur scène vont en général venir avec une intention particulière. Ça peut être celle de s'amuser, ça peut être celle d'être surpris. Et donc parce qu'il y a ce pacte intérieur, eh bien, elles vont commencer à faire confiance à l'hypnotiseur pour les guider dans un délire où justement leur envie de s'amuser, leur envie d'être surpris va pouvoir être honorée. Un jour comme ça, un groupe était monté sur scène, l'hypnotiseur commence à leur faire croire qu'ils étaient des sportifs de haut niveau, capables de porter des poids, capables d'accomplir des épreuves assez inhumaines. Et puis, à un moment, il les fait monter comme ça dans un avion et ils pilotaient tous ensemble l'avion. Puis, l'avion n'ayant plus de kérosène, ils ont été obligés de sauter. Ça commençait déjà à sentir un peu le roussi. Alors, ils sautent, ils avaient tous leur parachute, mais en fait, dans l'eau, il y en avait un à qui on a dit qu'il n'avait pas de parachute dans son sac. Alors là, c'est ce qui s'appelle bafouer allègrement la bienséance. Parce que je veux bien que le mec, t'aies des chances de le faire délirer, que t'aies des chances de le surprendre avec ça, mais t'as aussi un énorme potentiel de le traumatiser en le faisant flipper comme pas possible avec ta vieille hypnose où t'as voulu faire le malin devant un public. Alors que là, t'étais en train de jouer avec une personne qui te faisait confiance, mais tu t'es conduit comme un irresponsable. Parce que ceci était peut-être un jeu, mais comme ils le disent dans la Horde, la maturité de l'homme est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. Et je pense que dans cette notion de retrouver le sérieux qu'on avait au jeu, il y a aussi garder le discernement que l'on peut avoir travaillé en tant qu'adulte. Et ces personnages sont aussi puissants parce qu'avec leur forte personnalité, parce qu'avec leur cohésion, on discerne chez eux
une droiture morale, qui fait que ça peut littéralement devenir des compagnons du quotidien, qui par leur réflexion, par leur façon d'agir, et ce qui est cool, c'est que dans ce bouquin, c'est quand même assez étoffé, et bien justement, on peut avoir des exemples de comment ils agissent dans diverses situations, et s'en inspirer. C'est là qu'elle est l'inspiration. C'est lorsque, s'identifiant à des personnages, on commence à en capter de l'énergie en se demandant « Mais attends, mais comment est-ce qu'il ferait là-dedans ?» Ou alors c'est comment si je me mettais dans sa peau pour traverser telle problématique. C'est ça la puissance des imaginaires, c'est que tu mets en place des scènes, des moments, des événements, etc. dans tes livres qui sont tellement incarnés par ces personnages, tellement intenses en termes de vécu, que ça laisse une mémoire. Ça laisse une mémoire à l'intérieur du lecteur. Et cette mémoire, elle est très étrange parce que c'est une mémoire fictionnelle, mais qui est parfois équivalent ou plus forte qu'une mémoire réelle que tu as. C'est-à-dire qu'il y a certains films, certaines séries, certains livres qui te laissent une mémoire tellement intense qu'elle est plus forte que ta mémoire personnelle sur des événements que tu as vus, même sur des manifs auxquels tu as participé, etc. Et du coup, cette empreinte mémorielle que ça crée, elle reste en toi et elle fait que quand on va arriver à certains types d'événements relativement proches de ce que tu as mis en place, toi, dans tes livres, les gens vont s'y référer. Les gens vont s'appuyer dessus, tu vois. Donc, c'est moins un imaginaire qu'une mémoire rétroactive qui se met en place dans le lecteur, dans le spectateur, dans le spectateur de théâtre aussi, en spectacle vivant, et qui va être remobilisé au moment où réellement quelque chose se passe. Et là, avoir cet exemple d'union, cet exemple de respect, cet exemple de trace dans une même direction, eh bien, il n'y a rien de plus nourrissant pour créer cette émulsion, pour aller vers l'atteinte de tes objectifs. C'est là que ce livre peut devenir un soutien vers la persévérance. Tu sais, si tu coupes en deux ce mot de persévérance, percer et verrer. Si tu perces, tu verras. Est-ce que toi-même, tu as une éthique? Ouais, bien sûr, mais tu la gères par tes personnages. C'est-à-dire, moi, j'ai des romans qui sont des romans polyphoniques, c'est-à-dire où il y a souvent 6, 7, 8 personnages qui s'expriment à la première personne et qui portent chacun une vision du monde, qui est souvent différente, variée, même si ça fait une sorte de constellation qui peut-être est relativement homogène au final. Et chacun de ces personnages, par leur comportement, c'est ce que l'éthique, elle se fait dans les actes, dans un roman. C'est la façon dont agissent mes personnages qui définissent leur éthique et qui portent les valeurs que j'ai envie de porter. Être vivant ne s'atteint que par ce triple combat contre les forces de gravité en nous. La paresse, la fatigue, la quête du repos contre l'instinct de répétition, le déjà fait, le connu, le sécurisant. Et enfin, contre la séduction du continu. Et comme disait Napoléon, le courage n'est pas d'avoir la force de continuer, mais de continuer lorsque vous n'avez pas la force. En somme, ce bouquin, ça peut être un bon pilier qui, comme ça, l'air de rien, alors que tu te détends, alors que tu kiffes en lisant une histoire cool avec des personnages passionnants, devient un pilier, devient un soutien à ta droiture morale, un soutien dans ta direction pour devenir un créateur, une créatrice inarrêtable. Là, on a parlé d'hypnose, j'ai tourné une vidéo à propos de ça où je t'apprends une technique qu'on appelle la vision périphérique. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description, tu t'inscris à ma newsletter et tu vas la recevoir tout naturellement. Et tu verras que cette pratique, elle peut non seulement t'aider à gérer ce dialogue interne, ces frictions que l'on peut avoir au quotidien, mais aussi t'aider à rejoindre cet état assez étonnant où le focus est là et où en même temps la créativité prend beaucoup plus d'espace. Si c'est quelque chose que tu veux découvrir, le lien est dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao.